Salut. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle session du code de la route. Donc, je viens de faire une session, donc la série numéro 8. Donc, du coup, là, j'ai eu 27 sur 40, malheureusement. Donc, j'essaie de. J'ai pas pris les notes au cours, en gros, de la série. Donc, du coup, là, je vais revoir les petites questions que j'ai passées et prendre des notes des choses qui me paraissent le plus importantes. Toujours donc, sur mon carnet, mon petit stylo. Je prends tout en note. Du coup, le panneau, c'était pas vraiment très intéressant. Ça, cette question, je pense, serait pas mal à apprendre. Du coup, à 100 km/h, avec un champ visuel de 45 degrés, je savais pas en fait. J'ai mis un peu au hasard et du coup, on va essayer de le prendre en note. Du coup, 100 km/h, 45 degrés de champ visuel. Ok. Question numéro 3. Du coup, la route semble déneigée, je peux passer, ça j'avais mis non, c'était plutôt obvious. Sur mon permis de conduire, je peux me voir retirer en une seule fois un maximum de 8 points, ça c'est pas mal. Donc, retrait maximal de 8 points. Ok, donc total maximum du coup de 8 points, donc dans le retrait. Du coup, ça. Signalisation m'interdit de poursuivre ce dépassement. Du coup, j'ai mis oui, mais en fait non, parce qu'en fait c'était là c'était la troisième voie. En fait, il y a là c'est une 3 voies. Je m'en étais pas rendu compte, mais il n'y a aucune prise de note nécessaire. Donc du coup là, 4 pannes batterie, du coup c'est moins plus. C'était pas vraiment très intéressant. Sur route mouillée, mon temps de réaction est inchangé, ça c'est plutôt aussi obvious. Un mauvais entretien à la climatisation entraîne une surconsommation de carburant et peut rendre malade. Oui, ok. Pas vraiment des choses à prendre note. Les chances de survie pour un piéton heurté à 50 km/h sont environ de 20%. Ça pourrait être pas mal en prise de note. Du coup, 20% chance de survie à 50 km/h. Donc, du coup, un choc à 50 km/h, c'était pas mal ça. Question 10. Sur chaussée humide, l'ABS ne réduit pas la distance de freinage, évite le blocage des roues. Ok. Mon alcoolémie sera diminuée si je dilue une boisson alcoolisée dans du jus d'orange, non. Une boisson énergisante, non. Ok. Je vais revenir dans la voie de droite. Ouais. Bon, on va prendre note. Ma voiture peut être équipée d'un feu de brouillard arrière. Du coup, ça, je savais pas. Du coup, feu de brouillard arrière, du coup, c'est soit de chaque côté, soit à gauche uniquement. Gauche uniquement. Du coup, ou de chaque côté. Ok. Alors, si je dois m'arrêter, il est préférable de freiner sur la voie où je circule. J'allume les feux. C'était plutôt. Il n'y a rien de vraiment à noter. Du coup, je dois obtempérer sur un ordre donné par un gendarme, un policier municipal. Ok. Le régulateur de vitesse peut permettre de réaliser des économies de carburant. Oui. Peut entraîner une surconsommation de carburant. Oui. Et ça, je ne sais plus pourquoi. Permet de conserver l'allure sans toucher la main. Sur la route plate, il n'y a pas trop de circulation, pas trop de changements d'allure à prévoir. Cet équipement permet de faire des économies de carburant. En effet, les accélérations excessives consomment énormément.
En revanche, si le conducteur doit souvent moduler son allure parce qu'il y a des virages où la circulation est dense, le régulateur n'est pas recommandé. Entraîne une réaction tardive, ok. Bon. Donc là, en fait, c'est pas besoin d'un dispositif d'alcoolémie dans la voiture. Et un alcotest vire au vert s'il est positif. Et initialement, il est jaune. Donc, alcotest qui vire du jaune au vert si positif. Voilà. J'allume les feux de route, non. J'accélère les essuie-glaces, oui. Ok. Je chevauche la voie de gauche pour dépasser ce bus. Du coup, sinon, je m'arrête. Parce que c'est la voie qui est réservée pour tourner à gauche, en fait. Le coût annuel de l'insécurité routière en France est d'environ 25 millions d'euros. Coût annuel de l'insécurité routière égale à 25 milliards d'euros. Ok, très bien. Question 21. Pour une bonne installation, je règle ces équipements dans l'ordre. Ok, ça c'était siège, dossier, rétroviseur, ceinture. On pourrait quand même le noter, je pense. Ordre. 2 points. Siège. Parce qu'en fait, s'il faut répondre à la question assez rapidement, j'ai peur de manquer de temps pour réfléchir. Du coup, on le répète plusieurs fois et ça reviendra assez rapidement. Ceinture. On peut le répéter déjà tout de suite. Du coup, c'est siège, dossier, rétroviseur, ceinture. Ok, question 22. Kit main libre n'apporte aucune amélioration. Ok. J'ai le temps de dépasser, non. Parce que là, on voit qu'on va se rabattre sur une seule voie. Question 24. Les équipements autorisés sont régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. Ouais, tout ce qui est détection de radar, c'est interdit. Si aucun conducteur n'absorbait l'alcool avant de conduire, on sauverait chaque année 1100 vies. Ok. 1100 vies. Si pas d'alcoolémie. On va plutôt mettre 1100 vies sauvées. Si pas d'alcoolémie. Pas en général, hein, c'est alcoolémie quand on conduit, bien sûr. Ok, 26. Certaines infractions commises en conduite accompagnée peuvent entraîner l'interdiction de passer le permis de conduire, retrait du livret d'apprentissage, ok. Exploser. Ok. En fait, l'intermodalité. C'est égal à plusieurs moyens de transport. Ok, très bien. 29. Pour écouter de la musique en conduisant, je peux utiliser donc rien, bien sûr. Question numéro 30. Le rôle des voies d'insertion est de permettre d'atteindre la vitesse réelle du trafic. Dans cette situation, j'allume le clignotant gauche immédiatement. Donc non. J'attends d'avoir ma pleine vitesse et je me décale sur la voie de gauche. Très bien.
Avant de partir, je fais le tour de ma voiture pour vérifier le gonflage, détecter un obstacle, détecter une fuite sous le moteur. Ok, numéro 30, ce voyant m'indique que le niveau d'huile est trop bas. Non. Non. En fait, si j'ai bien compris, en gros, cet indicateur, en fait, il montre qu'il y a vraiment presque une casse moteur, et donc du coup, on peut même pas prendre la route, en fait. Faut utiliser une dépanneuse. Si je suis responsable d'un accident mortel, je risque d'être condamné pour homicide involontaire. Et je ne risque pas de contravention. Question numéro 34. Ok, je braque les roues vers la droite, très bien. 35. Conducteur expérimenté, non. Se fatigue plus vite, oui. Question numéro 36. L'angle de mort d'un véhicule lourd peut atteindre une distance allant jusqu'à 100 mètres. Angle mort pour véhicule imposant jusqu'à 100 mètres. Très bien, on retient. Question numéro 37. Un passager arrière s'est détaché pour m'indiquer la route. Je m'arrête pour faire le point sur l'itinéraire. Ok. Les pneus verts sont plus performants. Ok, ça c'était bon. Pour m'assurer qu'une personne est consciente, je ne la pince pas. Je lui demande de serrer ma main. Je ne la pince pas. Et question numéro 44. Numéro 40. Le temps de réaction peut être influencé par la fatigue, l'expérience de la conduite, la météo. Donc non. La durée de trajet, oui. Du coup, la météo n'impacte pas du coup le temps de réaction. Et sinon, c'est tout. Eps. Du coup, là, on a pris nos petites notes. Et on va pouvoir commencer la session suivante. Du coup, la session numéro 9. Toujours pour apprendre, progresser tranquillement et ludiquement. Du coup, première question. La signalisation m'autorise à dépasser. Là, on voit un panneau là qui implique du coup même ici en fait, qui rappelle le danger de dépasser. Du coup, une voiture. Du coup, c'est plutôt un cyclomotoriste et un cycliste. Un tracteur agricole, une voiture, ça va être compliqué. Le panneau, c'est interdit même, ok. Panneau rouge comme ça en rond, avec centre blanc, du coup c'est interdit. Sauf les deux roues sans sidecar. Je peux donc dépasser un cycliste ou un cyclomotoriste, mais je ne peux pas dépasser un tracteur agricole ou une voiture. Quant à la ligne droite de dissuasion, elle ne change rien concernant ces dépassements autorisés ou interdits. Très bien. Quelques petits chiffres. Le risque de s'endormir en conduisant est plus élevé entre 13h et 16h, entre 21h et 23h. Je dirais que 13h et 16h, c'est juste après avoir mangé. Mais 21h, 23h, il se fait tard quand même. Ça c'est une bonne question, ça. Je pense que c'est 13h et 16h parce que c'est un peu piégeux. Et en même temps, c'est juste pour l'indigestion. D'accord, très bien. Entre les deux plages d'horaire proposées, le risque de s'endormir est plus élevé entre 13h et 16h. Et cela n'a rien à voir avec la prise du déjeuner. Ah d'accord. Même si un repas trop copieux ou à l'inverse, la faim augmente le risque de somnolence. C'est essentiellement notre horloge biologique qui est responsable de cette baisse de vigilance. Notre organisme s'est programmé pour un repos naturel à ce moment-là. Autrement dit, on ne peut pas y échapper. Une autre plage horaire où il faut éviter de conduire entre 5h et 8h du matin. C'est le moment de la journée où la vigilance est plus bas. C'est un point à noter quand même. Du coup, plage horaire. Horaire. Fatigue. C'est du coup en fait 13h 16h et 5h 8h. Ok, très bien. Je continue en face, je devrais céder le passage à droite.
Là, les panneaux, là, j'ai un peu du mal. On va tirer on va en tirer vraiment de ce petit test, mais là, je saurais pas comment dire. Je continue en face. Je devrais céder le passage à droite. Non, non, non. Parce qu'en fait, là, ça me dit qu'en gros, je suis le prioritaire. Du coup, c'est non. Le panneau du haut m'indique que les autres usagers devront me céder le passage à la prochaine intersection si je reste sur l'axe prioritaire. Ok, donc ça c'est compensé. Le panneau saut précise la configuration de l'intersection. L'axe prioritaire est représenté par le trait gras. Il tourne à droite en un virage serré. Si je vais tout droit, je vais quitter cet axe. Je devrais donc céder le passage aux usagers arrivant de la droite, puisqu'ils circulent également sur l'axe prioritaire. Ok, très bien. On retient. Je suis responsable d'un accident alors que mon permis est invalidé. Les victimes seront indemnisées. Oui, je devrais rembourser les sommes versées. Oui. Les victimes. Parce que tu es responsable, du coup les victimes, c'est pas toi. Conduire alors que son permis a été invalidé, annulé ou suspendu, c'est prendre de gros risques. Le premier, le moins grave, c'est de se faire contrôler et d'être lourdement sanctionné. Le deuxième, c'est d'être responsable d'un accident. En plus des sanctions pour l'absence de permis, je devrais rembourser l'intégralité des sommes versées par l'assurance, même si le véhicule est assuré. En effet, si je conduis sans permis, je conduis aussi sans assurance. Les montants pouvant être considérables, on peut ainsi devoir rembourser toute sa vie. Ok. Malgré l'absence de visibilité, je continue le dépassement. Non, là, on manque fortement de visibilité. Sur une montée comme ça, moi, je mettrais non. La voiture qui me suit est en infraction. Parce qu'elle me suit dans mon dépassement, parce qu'elle me suit de trop près. J'aimerais bien mettre les deux, en fait. La voiture qui me suit est en infraction parce qu'elle me suit dans mon dépassement. Parce qu'elle me suit de trop près, ça c'est vrai. C'est vrai aussi, j'ai envie de mettre les deux. Donc je suis dans mon dépassement, c'était pas bon. Ah, et je poursuis. La visibilité vers l'avant est à peine suffisante pour dépasser. Y a-t-il un risque qu'un autre usager arrive en face? Non. Comme l'indique la ligne continue à ma gauche. Ok. Je circule sur une chaussée à sens unique. Ah, je me suis fait carotte. Ok. Je peux donc poursuivre le dépassement. C'est aussi pour cette raison que la voiture derrière moi peut me suivre pour dépasser. En revanche, son conducteur est en infraction parce qu'il me suit de beaucoup trop près. L'intervalle de sécurité n'est pas respecté. Du coup, là, comme on voit qu'il y a une ligne continue, c'est une ligne à double voie. D'accord. Donc, ligne continue à gauche. Ça veut dire sens unique, c'est ça? D'accord, très bien. Le contrôle du niveau d'huile moteur s'effectue en deux. Là, ce sera plutôt pour remplir, alors que là, ce sera plutôt pour contrôler. C'est en deux que s'effectue le contrôle du niveau d'huile moteur. En retirant la jauge moteur, arrêtée depuis longtemps, cela permet de lire le niveau qui doit se trouver entre les repères minimum et maximum. Si la lecture n'est pas aisée, la solution est d'essuyer la jauge avec un chiffon, de la retremper et de la retirer à nouveau. Le repère 1 est le bouchon de remplissage d'huile. Le repère 3 est le réservoir de liquide de refroidissement. Qui souvent il est blanc d'ailleurs, translucide aussi. Le repère 4 est le réservoir de lave-glace. Okay. Très bien.
arrive sur certains moteurs que le contrôle du niveau d'huile et le remplissage d'huile se fassent au même endroit. Il arrive aussi qu'il n'y ait pas de jauge d'huile dans le moteur. Ok. Je peux diminuer mon alcoolémie en buvant du café? Non. En prenant de l'aspirine? Non. Il n'y a pas de solution miracle pour faire baisser l'alcoolémie. Le café ou les boissons énergisantes ne le font pas varier. L'aspirine non plus. Tout au plus, cela peut masquer l'impression de fatigue, mais c'est tout. Les dangers liés à l'alcool demeurent: augmentation du temps de réaction, mauvaise interprétation des distances et des vitesses, prise de risque, décision hasardeuse. Le seul moyen est d'attendre que le taux d'alcool baisse, et cela peut être long, à raison de 0,10 à 0,20 g par litre de sang. Parfois, une bite entière ne suffit pas à revenir à zéro selon la quantité absorbée. Ok. Les frottements entre la roue et les pneus, entre la route, et les pneus sont responsables d'environ. Les frottements. Du coup, un manque d'adhérence totale en fait. Ouais. Manque d'adhérence. Du coup, je pense pas tant que ça. Je serais entre le 5 et 10% et 10 à 20%, mais en fait, j'en ai aucune idée. Mais je dirais que 5 à 10%. 20 à 30%. Le frottement entre les pneus et la route est nécessaire. Il permet d'avoir une bonne adhérence. Ah non, je croyais plutôt que c'était du coup une roue qui flottait un peu. Vu qu'elle frotte. Mais les sources de consommation de carburant, 23%. Comment réduire ce frottement tout en conservant une bonne adhérence? Pour commencer, en ayant des pneus bien gonflés, sans excès, comme c'est indiqué dans le carnet d'entretien. Ensuite, on peut réduire significativement cette part de consommation en choisissant des pneus qui, justement, sont qualifiés de pneus basse consommation. Donc, frottement pneu route. De la consommation de carburant. Ok. Je ferai signe à ce piéton de traverser. Ça va assez lentement, je trouve, quand même. Oui. Il ne semble pas y avoir de passage pour piétons dans ce quartier. Visiblement, la personne à ma gauche attend pour traverser. Je dois la laisser passer. Et pour que mes intentions soient claires, et puisqu'il ne semble pas y avoir de danger par ailleurs, comme un véhicule sur le point de me dépasser par exemple, je lui ferai signe de passer tout en m'arrêtant. Ok, donc il n'y a pas de passage piéton. Et ça va plutôt lentement, il n'y a aucun risque, on ne voit pas de cyclomoteur, enfin de vélo, etc. dans les environs, donc on lui propose de passer. L'équipement qui empêche le blocage des roues lors du freinage, on connaît, c'est l'ABS, c'est bon, c'est appris. Sur un trajet que l'on connaît bien, la vigilance est généralement moins bonne, parce qu'on fait moins attention, c'est trop habituel. On a moins de risques d'avoir un accident, non. Paradoxalement, c'est sur les trajets que l'on connaît le mieux que l'on a le plus de risques d'avoir un accident. En effet, la vigilance se relâche sur les parcours connus, parce que le conducteur croit savoir où se trouvent les zones de danger. Conséquence, en dehors de ces zones, il se croit en sécurité et il a tendance à rouler plus vite. Il augmente donc son risque d'accident. Très bien. Je dois être à 50 km/h dès ces panneaux, uniquement en entrant dans le virage. Dès ces panneaux. Les panneaux de danger sont des panneaux avancés, c'est-à-dire qu'ils sont placés de 50 mètres à 150 mètres en amont de ce qu'ils annoncent. La succession de virages, dont le premier est à gauche, ne commence donc pas tout de suite. D'ailleurs, on le voit bien. En revanche, les limitations de vitesse prennent effet là où elles sont implantées. Même si, comme cette situation, le panneau est fixé au même support qu'un panneau de danger. À hauteur de ces panneaux, ma vitesse devra déjà être de 50 km/h maximum.
Très bien. Pour soulever la route afin de remplacer une roue. Je place le cric à un endroit spécifique, n'importe où sous la voiture. Chaque fois en fait des encoches en fait. C'est en fait des endroits spécifiques. Le cric, c'est l'outil qui sert à faire monter la voiture pour remplacer une roue. Il doit alors supporter une bonne partie du poids de la voiture. Aussi, il ne faut pas le mettre n'importe où. Il existe 4 points sur la carrosserie où peut être mis en place le cric. Ces parties sont renforcées. Pour savoir où elles se trouvent et comment opérer, le mieux est de se référer au manuel d'utilisation de la voiture. Déjà en fait ça ne va pas abîmer la carrosserie et en plus c'est fait pour en fait. Il y a des calculs qui ont fait pour bien placer ces emplacements. Du coup on est bon. 10 bonnes réponses pour combien? Pour 14. C'est pas fameux tout ça, c'est pas fameux. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est... Il faut 2 marqueurs. C'est insuffisant. Dans la tumelle, les lumières bleues sont des repères pour aider les usagers à respecter les intervalles de sécurité minimum. Quelle que soit la vitesse, même si la circulation est très ralentie ou qu'elle s'arrête, il doit toujours y avoir 2 lumières bleues entre 2 véhicules qui se suivent. Il y en a une juste à ma droite, mais la suivante se trouve après la voiture que je suis. L'espace est donc insuffisant. On connaissait cette règle. Pour gagner du temps et rester plus serein en cas d'accident, je peux remplir à l'avance certaines rubriques d'un constat d'accident. Pour gagner du temps et rester plus serein en cas d'accident, je peux remplir à l'avance certaines rubriques d'un constat d'accident. Oui. Alors, est-ce que je peux faire cela? Certaines rubriques. Voilà, vraiment, je ne sais pas. Ça me paraît logique, par exemple, des coordonnées téléphoniques, une adresse. Mais en même temps, vaut mieux tout faire sur le coup. J'irai non. Du coup, c'était oui. Ok. Et c'est même pas obligatoire. D'accord. Pour ne pas prêter au dépourvu, ainsi un accident survient, il est possible de remplir à l'avance certaines rubriques du constat. Par la date, le lieu et les circonstances, bien sûr, à moins d'être médium, il est possible de renseigner le numéro du contrat d'assurance, ainsi que le nom et l'adresse de l'assureur, le nom de l'assuré, ou encore l'immatriculation du véhicule. Là, ils ont été sympas. Pas la date, les lieux et les circonstances, à moins d'être un médium, ils auraient pu dire à moins que ce soit intentionnel. Mais bon, donc ce n'est pas obligatoire et on peut remplir quelques rubriques. Un véhicule mal entretenu peut entraîner une surconsommation de carburant jusqu'à 25%. Ok. 25% de surconsommation de carburant pour un véhicule mal entretenu. Un véhicule mal entretenu. Ok. Pour conduire, je dois avoir une acuité visuelle d'au moins 5 dixièmes pour l'obtention du permis. Si j'ai déjà le permis, ça me paraît logique. Parce que c'est pas déjà... Même si t'as le permis, si tu veux conduire, il faut quand même que je puisse voir, quoi. Cela est valable lors du passage de l'examen du permis de conduire et au-delà que ce soit l'âge de l'ancienneté de mon permis. Si je me rends compte que j'ai du mal à lire les panneaux alors que je roule vitesse maximale autorisée, ce n'est pas normal. La taille des panneaux varie justement en fonction de la vitesse autorisée afin qu'ils puissent être lus facilement. Il serait alors plus prudent de faire contrôler ma vue. Très bien.
Je parcours environ 25 mètres par seconde si je circule à Usain Bolt. Non. Je crois qu'il y avait un calcul assez simple. On va essayer de revoir nos petites notes. Chiffre des dizaines multiplié par 3. Vitesse en mètres par seconde. Je prends le chiffre des dizaines fois 3. Du coup, ça me ferait 60. Ah, aussi, je fais 25 fois 3 ? Non. Chiffre des dizaines, bah, c'est 2. Que je fais fois 3, ça me fait 6. Ah non, c'est pour avoir la vitesse en mètres par seconde. Ok. Donc là, on va faire par exemple le processus. Là, du coup, c'est 5 fois 3, ça fait 15, ce n'est pas bon. 9 fois 3, ça fait 24. Donc du coup, c'est 90 km/h. Ok, c'était le chemin inverse que je faisais. Ok, on est bon. La différence de vitesse entre un véhicule qui dépasse et le véhicule dépassé devient particulièrement dangereuse à partir de... Différence de vitesse. 20, ça me paraît pas tant que ça. Du coup, je dirais plutôt 40. Parce qu'on parle vraiment de danger. Ok. Différence de vitesse. Du coup, lors dépassement supérieur à 40 km/h égale à danger. Ok. Je suis bien placé pour tourner à droite, non. Aller tout droit ou tourner à gauche, faire demi-tour. Aller tout droit, ça me paraît un peu aussi... Ça me paraît chaud. Tourner à gauche ou faire demi-tour. Je vais aborder un carrefour à sens giratoire. Si je suis passé dans le véhicule à gauche, ouais bon. À droite, du coup, c'est soit devant, soit pour tourner à droite, alors qu'à gauche, c'est tourner à gauche ou demi-tour. Sur un petit parcours, je peux transporter des personnes dans une remorque, non. Ce n'est pas fait pour ça. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transporter des personnes dans un véhicule tracté, caravane ou remorque. En effet, une caravane est encore moins une remorque. Et encore moins, les remorques ne comportent pas de siège élaboré pour protéger les occupants en cas d'accident et encore moins de ceinture de sécurité. Que ce soit pour faire un petit parcours ne change rien, les personnes transportées doivent se trouver dans la voiture et ne pas excéder le nombre de personnes maximales inscrites sur le certificat d'immatriculation de celle-ci. Ok. Associer l'alcool avec des médicaments augmente le risque de s'endormir, oui. De troubles de la vue, oui. Ceci, c'est pourquoi en cas de prise de médicaments plus que jamais, l'alcool doit être totalement banni. Ok. Mais lorsque les deux sont associés, les risques sont multipliés. Ok. En cas d'incendie dans le tunnel, je rejoins une issue de secours. Je reste dans mon véhicule. Non, je rejoins une issue de secours. Un incendie dans un milieu clos comme un tunnel atteint des températures extrêmes très rapidement. Mais ce n'est pas le seul danger, les fumées toxiques se diffusent très vite et elles peuvent provoquer la mort en quelques secondes alors qu'on se trouve à plusieurs centaines de mètres des flammes. En restant dans le véhicule, je ne suis pas protégé de la chaleur et pas protégé non plus de ces fumées mortelles. En effet, l'habitacle de voiture n'est pas étanche. Pour me mettre en sécurité, je rejoins l'issue de secours la plus proche. Une fois la porte fermée, je serai à l'abri de la chaleur et de la fumée. Très bien. Un objet situé dans la zone de déploiement de l'airbag est susceptible de se transformer en projectile dangereux en cas d'accident. Vrai. Parce que l'airbag va
va, on va pas dire exploser, mais va exploser, va gonfler d'un coup. Du coup, on voyait tout objet placé sur celui-ci, quoi. Ouais, explose, puis se gonfle à très grande vitesse. Si un objet se trouve dans sa zone de déploiement, un téléphone, un GPS ou des clés, par exemple, il se transforme en dangereux projectile. La taille d'un panneau de limitation de vitesse est environ 2 fois plus grand. La taille d'un panneau de limitation de vitesse est environ 2 fois plus grande sur autoroute qu'en agglomération. On a vu que les panneaux étaient de plus en plus grands, du coup, plus la vitesse augmentait, donc du coup là sur autoroute, ça me paraît logique qu'il soit 2 fois plus grand qu'en agglomération. Ok, 2 fois plus grand. Tracter une caravane peut avoir une incidence sur la trajectoire du véhicule, le freinage du véhicule, ça c'est sûr. Trajectoire, oui. Si le poids est mal réparti, forcément ça va avoir un impact sur la trajectoire. Tracter une caravane n'est pas sans conséquence sur le comportement du véhicule, d'autant plus si elle pèse lourd et qu'elle offre une grande surface de prise de vent. Ah, aussi. Il y a aussi la surface de prise de vent. Le poids supplémentaire entraîne un allongement des distances de freinage. En effet, la caravane pousse la voiture, en particulier dans les descentes ou lors des freinages. La caravane peut aussi entraîner des modifications dans la trajectoire, en particulier s'il y a du vent ou si la vitesse est trop élevée. Attention, la tenue de route d'une caravane est nettement moins bonne que celle de la voiture. Ok, très bien. Les personnes tuées en agglomération représentent environ. Je dirais qu'il y a plus de morts en agglomération en fait. C'est là où il y a une personne qui essaie de traverser la route, etc. Parce que de toute façon, 1 sur 10 c'est possible, 3, ça aurait pu être entre 3 et 6, mais 3 ça me paraît beaucoup trop bas, donc j'ai remis 6. Ah non, 3 sur 10, d'accord. Fragiles sans protection qui sont tués des piétons et des roues essentiellement, il est rare qu'un accident soit mortel pour un automobiliste en agglomération. Ok, donc 3 tués sur 10 sont en agglomération. C'est vrai que j'ai pas vraiment pris en compte en fait la vitesse. Du coup 3 sur 10 ça paraît raisonnable. En 5 ans, une voiture rejette en moyenne dans l'atmosphère environ. Ah bah ça c'est un chiffre à apprendre ça. Forcément ça va être c'est en 5 ans quand même. On va mettre 20 tonnes de CO2. Ça va être 10. J'aurais mis entre 10 et 20 de toute façon. Chaque voiture parcourt en moyenne 13 000 km par an. L'âge moyen des voitures particulières étant de 8 ans, elle rejette en moyenne 150 grammes de CO2 par kilomètre, c'est environ 2 tonnes par an. Sur 5 ans, la voiture rejette donc près de. Donc rejet voiture de CO2 2 tonnes par an. Ok. Non, je ne fais pas d'appel de phare. Je peux klaxonner. C'est vrai que là, en fait, l'automobiliste ne me laisse pas passer. Enfin, le vélocycliste ne me laisse pas passer. Là je pense qu'il est en train soit il est en train de dépasser son coéquipier, soit il roule 2 à 2. Klaxonner, c'est vraiment mise en danger. Je pense que je fais des appels de phare et je ne klaxonne pas. Les deux non. Ces cyclistes devraient se rabattre l'un derrière l'autre pour ne pas gêner la progression. De jour, faire des appels de phare ce ne serait utile que s'ils pouvaient voir mes phares. Autant dire qu'ici, cela n'aura aucun effet. La solution serait de klaxonner, mais en ville c'est interdit, afin de ne pas importuner les riverains, sauf bien sûr en cas de danger immédiat, mais ce n'est pas le cas ici. En me rapprochant, ces cyclistes vont entendre le bruit du moteur de ma voiture, et cela suffira certainement à ce qu'ils se mettent sur une même file. Patience et restant calme et courtois. Donc là, appel de phare, aucun impact en journée. Surtout s'il n'y a pas de rétroviseur, des choses comme ça. Je suis arrêté à bonne distance du véhicule qui me précède dans la situation.
2, le numéro 3 me paraît vraiment abusé. Je pense qu'il faut pouvoir voir. Je pense qu'il y a un repère à voir et c'est ce petit trait qui te donne le repère. Du coup, je dirais numéro 2, même si je n'ai aucune idée. Ah ben non, c'est le 3. Lorsqu'on s'arrête derrière une voiture, mieux vaut ne pas s'immobiliser trop près d'elle, d'une part parce que cela ne sert à rien, mais aussi parce que ça peut être risqué si la voiture devant moi recule, intentionnellement ou non. Je n'aurai pas le temps d'avertir son conducteur de ma présence. Et si la voiture devant moi ne repartait pas pour une raison ou pour une autre et que je suis trop près d'elle, je serai obligé de reculer pour la contourner. Il existe un point de repère simple pour s'arrêter à la bonne distance. Je dois voir les roues de la voiture devant moi en entier. Ok. Mais il veut laisser encore plus de marge pour s'arrêter derrière un véhicule encombrant tel qu'un camion ou un bus. En effet, le conducteur ne peut pas voir un véhicule arrêté juste derrière lui à cause de l'angle mort. Cet angle mort peut atteindre 100 mètres. Voilà, ça on le sait maintenant. Du coup là, il faut pouvoir voir les roues. Ok, très bien. Bon, là, on a eu beaucoup de fautes dans cette série, mais on apprend beaucoup, du coup, c'est vraiment bien. Ceinture ouvrier, où on a adapté la morphologie de la personne, offre donc risque d'aggraver les blessures. Bam, ça on le sait. Le contour permet de connaître la vitesse de la voiture, non. Permet de connaître la vitesse du moteur, oui. Équipe la plupart des voitures récentes, oui. Est obligatoire, oui. Ah, il n'est pas obligatoire. Ok, il n'est pas obligatoire. Bon, c'est de savoir. Un bagage volumineux mais léger doit être placé de préférence. Volumineux mais léger. Sur une galerie. Je sais même pas ce que c'est une galerie. Une galerie. Je suppose que c'est là où on met le pied. Je mettrai encore. Placer sur une galerie un objet volumineux aura par conséquent d'augmenter la prise au vent de la voiture, faisant grimper la consommation et rendant la voiture plus sensible au vent latéral. C'est pourquoi il est préférable de le placer dans l'habitacle, de préférence dans le coffre pour ne pas gêner la visibilité. Donc, son faible poids n'ayant pas de conséquences sur la tenue de route de la voiture ni sur le réglage de la hauteur des feux. Ok. Donc, du coup, là, j'imagine, sur une galerie, c'est à l'extérieur. Ok. Peut-être c'est la partie là qui est au-dessus d'une voiture. Je sais pas. Les radars sont implantés sur les réseaux où la circulation est importante. Aux endroits où des accidents graves sont survenus, pas forcément. Non, pas forcément. Ah oui. C'est effectivement sur les réseaux de la circulation la plus importante que l'on trouve les radars, et plus particulièrement dans des endroits réellement dangereux, là où des accidents graves sont survenus. Ce n'est pas toujours l'impression que l'on a, comme si les endroits où se trouvent les radars n'étaient justement pas dangereux. Mais c'est oublié que c'est lorsque l'on se sent en sécurité que l'on a tendance à rouler plus vite et que l'on se fait surprendre, parce que le danger est plus important lorsqu'il n'est pas perceptible. Donc ok, radar, donc c'est sur des endroits dangereux, mais aussi vraiment sur des endroits où il y a eu des accidents graves. D'accord. Alors là, catastrophique, je sais même pas si on va avoir 20 questions justes. À 70 km/h sur sol sec, ma distance minimum d'arrêt est d'environ. Ça, je l'ai pas ce calcul. Hein. Ça, c'est sûr que je l'ai pas ce calcul. J'ai la différence de vitesse, et du coup l'augmentation du freinage, mais je n'ai pas la distance de freinage en fonction de la vitesse. 70 km/h, c'est beaucoup. 20 mètres, c'est impossible. 110 mètres, c'est beaucoup trop. C'est entre 40 et 50, quoi qu'il arrive. 40 mètres me paraît correct. C'est 50 mètres, voilà. C'est sûr. Donc, du coup, le calcul, la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue. Ok, un calcul simple, prendre le chiffre des dizaines de la vitesse en km/h et le multiplier par lui-même.
Ok. Distance de freinage. Chiffre des dizaines au carré. Du coup, ça, je l'avais pas. Ah si, je l'avais. Si, je l'avais tout le temps. Bon, ok, on l'a renoté comme ça. On le saura encore plus. On aura un autre rappel. La vitesse d'un tracteur agricole sans remorque qui est limitée à... La vitesse d'un tracteur agricole avec remorque est limitée à... « 25 km/h, c'est vraiment lent. Du coup, c'est 40 km/h et 25 km/h. Ok. Les feux adaptatifs se trouvent... Les feux adaptatifs. Mais je mettrais oui, mais on va apprendre parce que je ne sais même pas ce que c'est. Les phares adaptatifs. Ah, ok. C'est la luminosité qui varie. Tracer de la route en modifiant l'angle... Ah non. Les phares adaptatifs s'adaptent au tracé de la route en modifiant l'angle d'éclairage. Ils peuvent par exemple s'orienter pour éclairer l'intérieur d'un virage, se relever pour éclairer plus loin dans une montée, ou encore éviter automatiquement d'éblouir un usager en arrivant en face. Ces feux ne concernent donc que l'éclairage avant. Feu adaptatif. C'est égal à l'avant en fait. Ok. Commence à pleuvoir. J'allume. Pas les feux de brouillard. Feu de croisement. Bon non, la luminosité est bonne. Pas besoin. Ouais, j'allume le feu de croisement quand même. Ok. En plus de la baisse de la luminosité due au nuage, ce sont les feux de croisement qu'il faut allumer. En effet, les feux de position seuls peu puissants ne suffiraient pas à rendre la voiture bien visible. Les feux de brouillard avant doivent être allumés qu'en cas de forte pluie, ce qui n'est pas le cas ici. Dans ces conditions, il serait gênant pour les usagers arrivant en face. Ok, donc, feu de croisement. Ok. Un camion impliqué dans un accident grave comporte cette plaque. Un camion impliqué dans un accident grave comporte cette plaque. Je dois indiquer lorsque je donne l'alerte. Non, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais mettre non. À partir du moment où un véhicule impliqué dans un accident comporte cette plaque orange, qu'il y ait des numéros inscrits dessus ou non, c'est qu'il transporte des matières dangereuses. Je dois donc l'indiquer lorsque je donne l'alerte en précisant ces numéros qui correspondent aux matières transportées afin que les secours s'organisent en conséquence. Okay. Réduire sa vitesse permet de diminuer la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance de freinage. Ça c'est 25. Ok, ça n'a pas été très bon en fait. 25 c'est vraiment un pas bon score, un mauvais score, mais en fait on en apprend beaucoup. Du coup on est plutôt content du résultat. Ok, très bien. Bon, on va s'arrêter là pour la session. Du coup on a terminé la série 9, on a fait la série 8, donc on a fait la série 9 et on a revu un peu la série 8, on a pris des notes. Notre carnet de notes augmente, on le lit régulièrement et on va apprendre tout ça. Hâte de la suite. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.